Retour sur le plateau de Regard Croisé, troisième partie. Nous allons devoir l'aborder avec beaucoup plus de précision. On va dire un mot quand même sur le Sahel, non? Ou bien c'est bon, les gars? On passe au prochain sujet. Sur le Sahel, il y a le ressentiment français, anti-français qu'on n'a pas totalement abordé. Oui. Et les gens même demandent la Russie. En fait, de toutes les façons, tous sont des marchands d'armes. Que ce soit la Russie, les États-Unis, la France, toutes ces puissances sont des vendeurs d'armes. Ils ont pris tous nos systèmes de communication. Aujourd'hui, aucun de nos pays ne possède même sa télécommunication pour dire qu'il va pouvoir avoir des renseignements stratégiques pour lutter contre le terrorisme. Mais lorsque nous voyons au niveau ce que la Russie a fait, comment vous l'appelez, en Syrie, où est arrivé pratiquement à récupérer les trois quarts du territoire. Lorsqu'on voit depuis que la Russie s'est lancée, n'est-ce pas, au niveau de la Centrafrique, ça a fait des remous au niveau de la France. On a senti les espèces sont sorties de gauche à droite pour dire que est-ce que la Centrafrique est en train de préférer la Russie au détriment de la France et autres. Donc on a vu également au niveau de la Centrafrique qu'il y a, disons, un calme qui est en train de s'instaurer. Donc si aujourd'hui les gens au niveau par exemple du Mali et du Sahel réclament par exemple la Russie et ne veulent plus de la France, c'est que la France doit se reprocher de beaucoup de choses. Mais ça fait quoi en 30 secondes? On passe au troisième sujet. Vous savez que les colonies françaises indépendantes jusqu'à ce jour sont toujours dépendantes de la France. Mais à un certain moment, certains pays se disent qu'ils ont le devoir moral de voir à côté. Et la Russie de Poutine aujourd'hui, lui, ne parle pas des droits de l'homme. La Russie veut revenir en Afrique, comme ça a été le cas dans les années 60 et 70. Puisque la Russie a été, à l'époque, l'URSS a été l'un des pays qui a soutenu la décolonisation. Donc aujourd'hui, Poutine veut revenir en Afrique. Donc, il a choisi son camp, la Centrafrique. Et maintenant, c'est le pays du Sahel qui demande sa présence, compte tenu de sa réussite en Syrie. Ce qui veut dire que il y a des hommes déjà sur le terrain à Bamako. Ils ont sont en train de faire la prospection. Ils ont un groupe qu'on appelle Wagner, qui sont, bref, des anciens de l'armée régulière qui travaillent pour le compte de la Russie et les éléments même des forces armées russes. Il y a un service de renseignement très puissant de l'armée qui s'appelle le GRU, qui a toutes les informations et qui dispose de tout ce qu'il faut pour peut-être mettre en déroute cette djihadiste si les gouvernements du Sahel le souhaitent. On va parler cette fois-ci du troisième sujet et vous aurez le plein temps de l'aborder, bien sûr. L'Angola, le fils de l'ex-président Dos Santos, jugé pour corruption, l'avocat du fils de l'ancien président angolais, José Eduardo Dos Santos, a longuement et fermement démenti le mardi, bien sûr, les graves accusations de corruption qui visent son célèbre client au deuxième jour de son procès devant un tribunal de Luanda. C'est quoi, Agbo? Oui, c'est des choses comme ça qui arrivent en Afrique. Donc, vous savez... Des choses quoi? Des choses comme ça, car c'est du népotisme, en fait. Donc, le papa est là, donc il nomme son fils à la tête d'un fonds. Même ils appelaient ça un fonds souverain de l'Angola. Il nomme aussi sa fille, Isabelle Dos Santos. Donc, aujourd'hui, on leur Le fils en question s'appelle José Filomeno Dos Santos. Filomeno. Oui.
Santos. Donc, maintenant, le problème a commencé où c'est quand le nouveau président, qui est du même parti que le papa, le parti s'appelle MPLA. Donc, quand lui est arrivé au pouvoir, il a promis aux Angolais la transparence dans la gestion des affaires publiques. Or, tout le monde savait qu'il y avait une corruption un peu avancée dans le pays. Vous imaginez la fortune du papa, c'est-à-dire Eduardo Santos, s'élevait à 31 milliards de dollars. Jusqu'en 2017, il était le chef d'État africain le plus riche, suivi du Marocain qui avait plus de 6 milliards et de Obiang Nguema 600 millions d'euros sur ses comptes. Et cet argent-là, c'est dans les banques occidentales, dans les îles Caïmans, et ainsi de suite. Donc, il y a de l'argent qui sort régulièrement du pays. Donc, et le fils aussi, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir sorti à un moment donné plus de demi-milliards de dollars du pays. Ah oui, illégalement, 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Donc, illégalement. Donc, on lui reproche aujourd'hui cet acte-là. Il dit, il ne reconnaît pas. Il ne le reconnaîtra jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que le nouveau président Joao Lourenço avait licencié la fille de l'ancien président Eduardo Santos. Il avait licencié il y a de cela quelques mois. Sa fille n'était pas d'accord. Elle même avait quitté le pays. Elle dit elle n'avait rien à se reprocher, que le président était en train de poser des actes qui ne concordaient pas avec la réalité. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais est-ce qu'ils vont arriver à trouver une solution? Peut-être une chose est sûre, on va chercher à condamner le fils, comme cela est arrivé à Karim Wade, et des années plus tard, on va le libérer. Mais jusque ce qui arrive, c'est que le président actuel, qui a succédé à José Eduardo Santos, veut avoir une bonne figure pour être encore à la prochaine élection et avoir un second mandat. Les accusations sont-elles fondées? Vous savez, au niveau de l'Angola, oui, avant que ce pays ne devienne un pays comme cela se doit, il a fallu une guerre d'indépendance avec les Portugais. Et il y avait eu 3 partis politiques qui s'affrontaient. Nous avons le Mouvement populaire pour la libération, l'UNITA de Agostinho Neto, et l'UNITA de Jonas Savimbi et le FLN de Roberto Oden. Mais suite à l'appui des Soviétiques et des Cubains, le MPLA a gagné la guerre et a eu leur indépendance. Et le pays est devenu indépendant en 1975. Et le premier président, Agostinho Neto, était décédé. Et le président Dos Santos a pris le pouvoir. Suite à un accord avec son ministre de la Défense, qui est l'actuel président, il lui a passé la main. Et l'accord secret disait que l'organigramme et la stratégie en place devaient être maintenus. Mais une fois que le président est arrivé aux commandes, tout de suite, il a commencé par chasser ses fils qui occupaient des postes et a fait un ménage et a mis les siens au poste qu'il faut. Quant au détournement de fonds et autres, c'est avéré qu'il a sorti illégalement 500 millions. 500 millions, ce n'est pas d'un coup, mais à petit feu, le total faisait 500 millions de dollars. Ce qui veut dire que le président actuel est en droit, compte tenu de la transparence, de l'interpeller et de le juger. Même si ses avocats font des déclarations, etc., ils ne peuvent en aucun cas accepter ici et maintenant que c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que l'actuel président est en train de faire le ménage, de lutter contre la corruption et de faire revenir les fonds détournés dans les caisses de l'État. Francisco Napokura, ça vous étonne quand vous écoutez ça? Non, ça n'étonne guère, ça n'étonne personne. Et quand on voit cette façon de la gestion familiale du pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive au pouvoir, mais les gens n'ont pas pris l'exemple, par exemple, de Houphouët-Boigny. On a vu Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, on n'a pas senti sa famille autour du pouvoir. Mais ailleurs, c'est la famille. Là où la PDG de la compagnie pétrolière, la fille Isabelle, la femme la plus riche d'Afrique,
Mais si la personne est compétente, en quoi ça gêne si on l'amène on la place sur... En matière de népotisme, il n'y a pas question de compétence. De compétence. Il n'y a pas question de compétence. Donc, elle est arrivée, vous avez vu, par exemple, elle est la femme la plus riche d'Afrique. Elle a quel minerai, quelle mine? Est-ce que vous voyez? Et vous voyez son frère qui fait même perdre plus de 35 milliards de dollars au pays. Parce qu'il gère, n'est-ce pas, un fonds d'investissement. Et si les placements sont mal faits, ce serait des déficits. Mais c'est catastrophique. Mais bien sûr, il y a eu des accords. Mais il est arrivé au pouvoir, il a vu que le pays pouvait être plus avancé, avoir des réserves, que de souffrir à faire peut-être des appels de fonds de l'étranger pour financer le développement du pays. Et c'est tout à fait normal qu'on poursuive ces gens pour qu'ils ramènent du moins une partie de ce que ils ont pu faire et sortir du pays. Pourquoi ne pas placer cet argent au pays? Même il y avait un moratoire qui avait été donné. Il y avait un moratoire qui avait été donné pour leur permettre de rapatrier les fonds qu'ils ont dilapidés. Mais, et puis, il n'y a pas que les filles de Dos Santos ou des enfants de Dos Santos qui ont des problèmes. Il y a même des anciens directeurs de sociétés, même des proches, des ministres, même des proches du président actuel qui sont également sous les verrous pour avoir détourné de l'argent. Et l'Angola, je crois, est en train de prendre un bon départ. Bien sûr, le président qui est arrivé, c'est par entente, et même Dos Santos, en le choisissant, savait que c'est l'homme le plus agité de son parti et qui ne partageait pas sa façon de gouvernance. En le choisissant, il n'a pas pris un béni oui. Il était son ministre de la Défense. De la Défense. Donc, il a pris quelqu'un qui a une bonne connaissance et du pays, qui est arrivé et qui l'applique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal que ce processus continue pour que l'argent qui est placé dans les paradis fiscaux et qui ne servira pratiquement à grande chose, parce que après, lorsqu'ils vont mourir, pour récupérer cet argent, c'est pratiquement impossible. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que l'État prenne les dispositions pour rapatrier. Et ça ne peut se faire que par la justice. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter que l'Angola, c'est un pays, un paradoxe. Regardez ce petit tableau. Un pays où l'ancien dirigeant seul a 31 milliards de dollars. Sa fille, la plus riche, femme d'Afrique, le petit, il a des milliards sur son compte, mais parallèlement, seuls 36% d'Angolais ont l'électricité. Ça veut dire que 15 millions d'Angolais sur 28 millions n'ont pas accès à l'électricité. Un pays tellement pauvre, regardez, jusqu'en 2000, le taux de pauvreté était à 68%, ça s'est descendu en 2018 à 37%, mais quand on fait encore les petits calculs, on dit c'est qu'en 8% d'Angolais sont pauvres dans les zones rurales et 19 pauvres dans les zones urbaines. C'est un pays qui souffre en matière d'électricité, c'est un pays où les gens souffrent pour pouvoir manger, ils n'ont pas accès aux soins adéquats de santé, et ils n'arrivent pas à s'assurer les besoins quotidiens, et à peine 40% de la population angolaise vit avec $700 par an. Vous imaginez? Donc, vous voyez tout ce paradoxe-là. Moi, j'ai juste peur pour une chose. Je ne voudrais pas que l'actuel président se comporte comme un certain, peut-être le doyen, Fioclou va s'en rappeler, un certain prêtre haïtien qui est devenu président. Qui est devenu président. Aristide. Oui, le prêtre Aristide, qui est devenu président en Haïti, parce qu'à l'époque, les gens se disaient, on a tout tenté avec les politiciens, on a tout tenté, maintenant il faut un homme de Dieu. On considère que l'homme de Dieu, c'est un homme intègre, et on le place à la tête de l'État haïtien. Quelques temps
après, le prêtre oublie qu'il est prêtre, mais il se lance dans des embâtures pas possibles, qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Donc j'ai peur. Aujourd'hui, cet homme-là, peut-être après plus d'un an au pouvoir, il joue aux mains propres et tout le monde applaudit des deux mains. Mais le pouvoir étant ce qu'il est, un jour, quand il prendra vraiment goût du pouvoir, peut-être il fera pire que son prédécesseur. Peut-être ses enfants même vont être premiers ministres, et les choses vont être plus compliquées parce que l'Angola, c'est un pays tellement riche en matière de pétrole, en matière de diamants. Et l'Angola est un pays très riche, mais il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance de 1975, la guerre a toujours continué entre l'UNITA et le MPLA. Ce qui veut dire que dans certaines localités, le taux de pauvreté est vraiment exorbitant. Et il faut aujourd'hui reconnaître que le nouveau président veut faire la chasse aux corrompus. Ils ont demandé à ce que les fonds soient rapatriés pour développer le pays. Et sa ressource première, c'est le pétrole. Et ce sont les Occidentaux qui sont derrière, qui achètent ces gens de pétrole. Aujourd'hui, on peut dire bravo au nouveau président angolais qui a lancé l'opération Main propre, comme nous l'avons comme on le fait quelques jours au Gabon. Oui, moi je pense que cette opération Main propre, la manière dont l'Angola est en train de le piloter, et je vois que c'est en train d'être un peu concluant. Je crois que les autres États africains doivent déjà anticiper. Je vous ai souvent parlé d'un projet du Premier ministre Edem Kodjo, lorsque Faure l'avait nommé pour la première fois lorsqu'il est venu en tant que Premier ministre. C'était en juin 2005. Edem Kodjo avait fait un discours pour dire que ceux qui ont amassé de l'argent et qui ont placé ça ailleurs, que l'État va les protéger pour ramener ces fonds pour développer le pays. Je pense que présentement, c'est nécessaire que l'État prenne cette disposition parce que nous avons vu la dernière fois lorsque pour le cas de la Guinée équatoriale où le procès est en train de dérouler et on dit que les sommes qui seront saisies de ceux qui ont dilapidé nos pays pour aller déposer en Occident, lorsque ces fonds seront saisis, seront reversés à la FD, à l'Agence française de développement. On va marquer la pause. On revient. Une très belle transition qui nous aidera bien sûr à parler de Togo dans quelques secondes. À très vite.